Juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale et dans les années qui ont suivi, la perception dans la plupart des pays était presque unanime. L'URSS a joué un rôle clé dans la défaite du nazisme en tant qu'acteur principal. Après 75 ans, son rôle a été progressivement réduit, remis en question, jusqu'à être pratiquement réduit à la caricature de complice ou miroir du Troisième Reich. Cette évolution s'est produite au cinéma, dans la presse et même dans les salles de classe de plusieurs pays. Dans cette vidéo, nous nous sommes fixés pour objectif d'investiguer et de commenter plusieurs des distorsions et des mythes solidement ancrés à ce sujet. Et surtout, d'où ils viennent et pourquoi ils ont été créés. Dans la plupart de l'opinion publique mondiale, le débarquement de Normandie en juin 1944 est resté ancré. En tant que tournant de la guerre, bien que tous les éléments historiques montrent que, tout en restant un moment crucial, les clés se trouvaient bien avant et à des milliers de kilomètres de là. Les États-Unis non seulement ont retardé leur entrée dans le conflit jusqu'à un stade avancé, mais en plus leur arrivée sur le principal théâtre d'opération, l'Europe, est intervenue encore plus tard. Au cours de leurs 6 premiers mois de participation à la guerre, les États-Unis ont envoyé 3 fois plus de soldats pour affronter le Japon dans le Pacifique que pour secourir le Royaume-Uni ou libérer la France ou l'Italie. Au moment où il a équilibré sa présence militaire entre le Pacifique et l'Europe, à la mi-1942, l'Union soviétique subissait depuis 1 an complet l'invasion nazie qui avait atteint les portes de Moscou. Ville qu'ils n'ont pas pu conquérir après 4 mois de combat. À cette époque, Leningrad était assiégé et bombardé depuis 9 mois. Lors du débarquement en Normandie, la bataille de Stalingrad, la première grande défaite nazie, était déjà terminée depuis plus d'1 an et celle de Koursk, impliquant le plus grand nombre de chars en combat de l'histoire, était sur le point de se terminer. Les troupes alliées ont débarqué au nord de la France alors que la Wehrmacht reculait depuis 1 an et subissait des centaines de milliers de pertes sur le front soviétique. Contrairement à leur vision des peuples européens tels que les Scandinaves, les Britanniques ou les Français, que les nazis considéraient comme des races impures mais pas inférieures à l'Aryenne, la doctrine hitlérienne. Mais ce n'est pas l'approche des Soviétiques en tant que victimes du nazisme qui met le plus mal à l'aise certains, mais le rôle des Soviétiques en tant que combattants contre le nazisme. Pendant que 91 divisions alliées occidentales affrontaient 65 divisions allemandes sur un front de 400 km en Normandie, à l'est, 560 divisions soviétiques combattaient contre 235 divisions allemandes le long de 3000 km. Environ 70% de tous les morts des soldats allemands au combat pendant l'intégralité de la guerre ont eu lieu sur le front oriental, tandis que 15% ont eu lieu sur le front occidental. Rien que pendant les 200 jours de la bataille de Stalingrad, 800 000 soldats de l'Axe ont perdu la vie. Entre les Allemands et leurs alliés dans un conflit aussi sanglant, on ne peut nier le rôle d'aucun des pays qui ont fait face ensemble à Hitler, ni des Soviétiques, ni des États-Unis, ni de la France, ni d'aucun autre. C'est pourquoi il est encore plus difficile de comprendre comment la participation soviétique a été tordue et manipulée dans de nombreux pays, car les données sont là. Et comme on ne peut nier le rôle fondamental de l'armée rouge dans la Seconde Guerre mondiale, alors on l'admet. Mais en mettant autant d'ombres de doute et de distance qu'ils le peuvent, oui, ils ont beaucoup souffert, mais oui, ils ont combattu, ils ont lutté avec acharnement. Mais à partir d'arguments puérils tels que ce qui a vaincu les nazis sur le territoire soviétique était le froid, comme si les soldats allemands venaient d'un pays tropical, même ceux qui aspirent à être plus rigoureux sans y parvenir. Lorsqu'il s'agit d'évoquer l'arrivée de l'armée rouge à Berlin, la presse mentionne souvent les dommages infligés aux civils lors des combats ou les viols commis par les soldats soviétiques. Cependant, lorsqu'il s'agit du débarquement en Normandie,
aucun journaliste des médias occidentaux ne mentionnerait les bombardements américains et britanniques contre les civils français dans les semaines précédentes et suivantes, qui ont entraîné la mort de dizaines de milliers de civils, afin de ne pas obscurcir la gloire de l'opération. Encore moins les femmes françaises victimes de viols par les troupes américaines. Dans les semaines qui ont suivi le débarquement, il y a eu des abus et des crimes qui accompagnent toutes les guerres. Certains éléments sont mis en évidence ou omis selon la convenance. Cependant, présenter certaines données tout en ignorant d'autres ne concerne pas seulement la guerre, mais aussi les événements précédant le conflit. Dans tout article journalistique sur la Seconde Guerre mondiale, le pacte Molotov-Ribbentrop est incontournable, toujours présenté comme un blanc-seing donné par l'Union soviétique à Hitler pour déclencher le conflit, tandis que l'accord de Munich n'est même pas mentionné. Et c'est très étrange, car non seulement c'est plus facile à prononcer, mais en plus c'est antérieur. En 1938, la France et le Royaume-Uni ont signé un pacte avec l'Allemagne qui permettait à Hitler d'annexer près de 30% du territoire tchécoslovaque, sans opposition armée de la part des autres États européens. Cela a ouvert l'appétit expansionniste du Troisième Reich. Et ce n'est pas comme si à ce moment-là, Hitler était un inconnu imprévisible, non. Un an plus tôt, son aviation avait bombardé des cibles civiles comme Guernica pendant la guerre civile espagnole. Quelques mois après l'accord de Munich, la France et l'Allemagne ont signé un pacte de non-agression qui annulait celui d'assistance mutuelle conclu 3 ans plus tôt entre Moscou et Paris pour contrer les ambitions expansionnistes de Hitler. En août 1939, les Français et les Britanniques ont refusé une proposition d'alliance tripartite offerte par les Soviétiques pour contenir Hitler. Une semaine plus tard, Ribbentrop et Molotov ont enfin signé le pacte, ce qui est maintenant présenté comme le seul. Toutes les données fournies dans cette vidéo ne font pas partie d'une grande recherche dans des archives cachées. La grande majorité d'entre eux sont disponibles sur Wikipédia. Cependant, presque tous ont été effacés de la mémoire collective dans de nombreux pays occidentaux. Comment cela a-t-il été possible et pourquoi? Après la fin du conflit et la division de l'Allemagne, ceux qui étaient des alliés circonstanciels pendant près de 5 ans ont commencé à s'éloigner et finiraient bientôt directement confrontés pendant la période de la guerre froide. Dans la narration imposée par cette nouvelle réalité géopolitique, on a eu recours à tout ce qui pouvait être utilisé comme arme de propagande contre l'ennemi, et les interprétations de la Seconde Guerre mondiale n'ont pas fait exception. Mais ce conflit latent s'est terminé il y a 3 décennies, et pourtant, après l'effondrement du rideau de fer, on a continué dans la même voie. Malgré la désintégration de l'Union soviétique et l'entrée de certaines de ses anciennes républiques dans l'ère d'influence occidentale, ou peut-être à cause de cela, au cinéma, dans la littérature, mais aussi dans les médias et le discours politique, de manière active ou passive, une seule vision finit par s'imposer. La fin de la confrontation entre 2 grands blocs idéologiques n'a pas conduit à la recherche d'un consensus sur ce qui s'est passé, mais à une lecture écrasant l'autre. Aujourd'hui, dans de nombreuses conversations, journaux, déclarations politiques, l'équivalence du rôle joué par l'Union soviétique, le Troisième Reich, avant et pendant la guerre, est presque totale. Pratiquement une certitude de portée historique, largement soutenue par des résolutions adoptées au Parlement européen. Et dans cette quête d'égalité, certains finissent involontairement par être comparés au régime nazi, comme par exemple lorsqu'en 2017, l'OTAN a réalisé une vidéo en hommage aux Frères de la Forêt, un groupe armé anti-soviétique dans la région baltique, en oubliant qu'ils ont collaboré avec le régime nazi et sa machine d'extermination. Et si maintenir ce genre de récit est si crucial 75 ans après la capitulation du Troisième Reich, ce n'est pas pour persuader les historiens, mais parce que c'est indispensable pour prendre et légitimer des décisions en géopolitique contemporaine et anticiper les défis du futur.